Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler ski, une discipline dont on n'a jamais vraiment fait de vidéo sur la chaîne. C'est vrai qu'au niveau du ski, pourtant c'est une discipline que je regarde assez régulièrement pendant l'hiver. Même si je regarde pas toutes les compétitions, je regarde assez régulièrement la Coupe du Monde quand j'en ai le temps. Donc c'est une discipline qui m'a toujours intéressé, même si je ne pratique absolument pas le ski, j'ai jamais foutu les pieds dans une station de ski. Ça veut pas dire que je comprends pas la discipline, parce que quand on regarde les championnats du monde depuis 15 ans, on a quand même une petite expérience, on comprend quand même certains éléments dans la discipline, et de toute manière ça peut pas être pire que les commentaires de Carole Montillet ou d'Alexandre Boyon. On va commencer par faire le bilan de l'équipe de France, puis ensuite on fera les top et flop au niveau international. Au niveau international plutôt. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Le pouce bleu et la réaction dans les commentaires, bien entendu, je le redirai en fin de vidéo. C'est plus intéressant de le faire à la fin quand même, quand vous avez regardé le contenu de cette vidéo. On commence par le bilan de l'équipe de France. Bilan de l'équipe de France qui est satisfaisant. 5 médailles, dont 2 d'or, 1 d'argent, 2 de bronze. Bien entendu, 4 médailles pour les garçons, 1 seule médaille pour les filles. Bilan satisfaisant pour les hommes, un peu plus compliqué pour les filles, mais on reviendra là-dessus. Mathieu Febvre, c'est l'homme de ces mondiaux du côté de l'équipe de France, Mathieu Febvre, qui a toujours été dans l'ombre de Pinturo. Ça fait depuis son début de carrière qu'il est dans l'ombre. Chez les juniors déjà, il était dans l'ombre de Pinturo. Pourtant, il était très performant. Il a gagné quelques Coupes du Monde en 2015-2016, mais il était encore dans l'ombre de Pinturo, qui à ce moment-là explosait un petit peu au grand public. Il a toujours été derrière. C'est assez incroyable. Et puis là, c'est vrai que ça faisait depuis 3 saisons, vraiment, qu'il était en grande difficulté avec son ski. Et là, on a retrouvé le Mathieu Febvre intéressant. Alors peut-être aussi qu'il a été aidé par une neige qui était à Cortina d'Ampezzo très agressive. On a eu des températures extrêmement froides pendant ces 10 jours à Cortina d'Ampezzo, avec du moins 20 degrés pour la descente en altitude, ce qui fait que la neige était assez agressive, que c'était une neige également qui tenait très très bien, donc c'est-à-dire que les gros dossards n'ont pas été désavantagés dans beaucoup de disciplines. On a vu par exemple, c'est en slalom féminin, une fille partir avec le dossard 51 se qualifier pour la deuxième manche, donc c'est quand même assez rare, il faut le souligner. Mathieu Febvre, il a fait du grand travail. C'est un skieur qui a une très bonne conduite au niveau des skis. C'est un peu sa spécialité, et je pense que dans ces neiges-là, il n'a pas eu peur de s'engager. Et que comme il a une bonne conduite au niveau du ski, il a su quel type d'appui il fallait prendre. Il fallait pas trop enfoncer les skis, parce que c'est une neige qui propose énormément d'adhérence, en fait, naturellement. Par contre, vous perdez assez vite de la vitesse, parce que ça va créer beaucoup de frottement sous le ski, donc vous perdez pas mal de vitesse. Donc il faut surtout prendre des risques, en fait. C'est une neige qui est très bien si vous prenez des risques. Par contre, elle est beaucoup moins bonne, elle vous ralentit énormément si vous mettez beaucoup de contrôle dans vos skis. Là, c'est ce qu'il fallait faire du côté de cette neige, prendre vraiment beaucoup de risques. Il fallait vraiment prendre beaucoup de risques, et Mathieu Febvre a su saisir sa chance, que ça soit dans le slalom parallèle, où il a eu également l'avantage du tirage au sort, mais on reviendra là-dessus quand on parlera du slalom parallèle, où il a fait également du grand travail sur le géant. Le géant de la deuxième manche, elle est impressionnante, parce qu'il prend énormément de risques dans sa manière de skier. Surtout à un moment, il y a un virage où il a les 2 skis en parallèle, il a 2 doigts de faire une faute de quart. C'est vraiment impressionnant à ce moment-là, du côté de Mathieu Febvre. Donc vraiment très très bonne campagne de championnat du monde, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'il ne s'est pas raté. Et chapeau pour le Français. On continue avec Alexis Pinturo. Bilan satisfaisant pour Alexis Pinturo. Vraiment un bilan qui est très proche du bilan de l'équipe de France en termes d'appréciation pour moi. C'est que ça aurait pu être mieux. Mais il fait déjà du bon boulot. Une médaille d'argent, une médaille de bronze. Alors il manque le titre, ça très clairement c'est ce qu'on lui reprochera à Alexis Pinturo. Le géant où il part en tête, dans la deuxième manche où il part en dernier, mais c'est très compliqué. Je pense qu'il a su que Febvre était potentiellement champion du monde s'il tombait. Donc peut-être que dans la tête ça a travaillé un petit peu. Ça a dû travailler un petit peu
pour Alexis Pinturo de partir dernier. Il a pas été mauvais, je trouve, sur le slalom. Parce que les conditions l'avantageaient pas forcément. C'était un slalom qui était vraiment pour spécialistes. Fallait mettre des appuis très courts. C'est vrai que lui, bon, de base, il est quand même géantiste, hein, Pinturo. Et c'est vrai qu'on avait une piste qui était très courte, donc il a fallu mettre énormément de portes pour respecter les règlements. Je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça, parce qu'on a eu un slalom très tournant, pas facile à regarder aussi, pas facile à suivre, parce que les portes se collaient énormément. Et c'est vrai que... et puis on avait peu de... Enfin, comme il fallait caler un maximum de portes, on avait peu de figures. Au final, des triples, des doubles, on n'a pas eu 150. Mal slalom m'a pas plus que ça. Enfin, je trouvais que l'épreuve était intéressante en termes de suspense, mais le parcours, j'ai trouvé qu'il aurait pu être peut-être un peu meilleur. Peut-être la piste était trop courte, c'était ça le problème du slalom. Mais Pinturo, il a fait un bon slalom, un bon super G aussi, il a sa place, hein, médaillé de bronze. Le combiné est frustrant, mais il tombe sur plus fort que lui. Ça joue à 1/100, c'est rien, très clairement. Dommage, c'est le géant. C'est le seul point noir, on va dire, pour lui, c'est le géant, où ça aurait pu être un peu meilleur à ce moment-là pour Alexis, mais bon, il fallait pas tomber sur cet Autrichien qui a été très très fort. Bilan donc satisfaisant pour l'équipe de France du côté des garçons. Pour moi, les garçons ont été à la hauteur de l'événement, parce que même en descente, bon, on a quand même une 7ème place en descente chez les garçons avec Nils Allègre, voilà, j'avais oublié son nom. Sur le combiné, on a quand même une 6ème place de Victor Mufajandé. Là aussi, c'est pas mal. Peut-être sur le slalom, on aurait pu s'attendre à mieux avec un seul concurrent qui n'est pas sorti de la piste. Au final, seulement Alexis Pinturo. C'est vrai que sur 4 départs, Clément Noël a peut-être été décevant de ce côté-là. Après, 2 titres également. Par contre, du côté des filles, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Si on enlève la médaille de bronze de Tessa Worley, il n'y a rien. Alors, moi, je note quand même la 7ème place au niveau du combiné alpin de Laura Gaucher. Bon, voilà, qui fait 7ème. Sans avoir foncièrement travaillé le slalom plus que ça du côté de Laura Gaucher. Donc, c'est quand même une belle perf. Après, le problème de cette équipe de France, c'est qu'on se retrouve à avoir des filles qui soit ont peu de grands résultats. Donc c'est vrai que quand tu arrives au championnat du monde et que tu n'as jamais fait top 10 en Coupe du Monde, c'est un peu compliqué d'avoir un grand résultat. Puis on arrive avec des filles qui sont très jeunes. C'est vrai que Dorian Escan... Alors je dis Escan, j'ai été en cours avec son frère. Son frère, on le surnommait Escan. Donc pour moi, c'est pas Escané. Mais bon, Alexandre Boyon dit Escané. Pour moi, c'est Escan. Donc Dorian Escan qui a été... c'est compliqué parce qu'elle est jeune. Elle est née en 99, donc elle est encore assez jeune. C'est une fille qui n'a pas de résultat en Coupe du Monde. Donc après, c'est compliqué, quand vous n'avez pas de résultat en Coupe du Monde, d'être performante ensuite en championnat du monde, quoi. Je trouve que c'est une erreur, par exemple, pour Dorian Escan, je lui dis très clairement, pour moi c'est une fille qui devrait encore être en Coupe d'Europe. On ne l'a pas assez formée, on sent qu'elle manque d'expérience. C'est une fille qui fait 28e en Coupe du Monde. Est-ce qu'il vaut mieux faire top 5 tous les week-ends en Coupe d'Europe ou faire 28e en Coupe du Monde ou avoir même du mal à se qualifier? Moi je pense qu'il est plus intéressant aujourd'hui pour une fille comme Dorian Escan d'aller en Coupe d'Europe, de s'améliorer en Coupe d'Europe. La fille qui fait, je sais plus, 5 ou 7 du slalom, là, la Slovène, j'ai oublié son nom. Faut que je retrouve. Bulchik, je crois que c'était. Je vais vous dire ça tout de suite. Cette fille-là, elle ne fait que des Coupes d'Europe. C'est Anna Bulchik, voilà. Et non, c'était pas Anna Bulchik, je voulais. Anna Bulchik, oui, elle est restée longtemps en Coupe d'Europe, mais c'était surtout Andrea Slokar, qui est une fille qui est assez jeune parce qu'elle est née en 97, donc elle a 2 ans de plus que Dorian Escan, mais c'est une fille qui fait énormément de Coupes d'Europe. Ça la met en confiance. Quand elle arrive sur les championnats du monde, elle est pleine de confiance. Nous, Dorian Escan, elle se prend des tôles tous les week-ends. C'est vrai que quand elle arrive au championnat du monde, c'est compliqué. Et en plus, comme elle arrive en fin de championnat du monde, et que les filles avancent sur la descente, ça n'a pas été bon. 20e pour Laura Gaucher
Tiffany Gauthier également en difficulté. On se retrouve en plus avec une équipe de France qui est un peu fébrile du côté des filles, en plus qui sent que les garçons performent, donc ils veulent se mettre au même niveau, mais bon, derrière t'as quand même du top en face, c'est un peu compliqué. Je trouve que voilà, on les met trop tôt en Coupe du Monde, les Laura Gaucher et autres, moi elle me faisait de la peine Tiffany Gauthier après la descente, parce que on sent qu'elle a envie de faire des belles choses, mais elle est très fébrile, quoi. Et son interview sur France Télé était avec la fille Claire Vauquier-Ficchio, qui a le pire accent anglais du monde. Même moi, j'arrive à faire mieux. Pour vous dire, je suis pas une flèche en anglais. Mais Tiffany Gauthier, elle me faisait un petit peu de la peine quand même, parce que c'est une fille qui a l'air de se donner à l'entraînement, mais là les résultats payent pas et on sent que ça l'attriste énormément, quoi. Et il y a plus d'une fille qu'on a vu en interview à la limite de pleurer parce que ça marche pas, et quand ça marche pas tous les week-ends, au bout d'un moment t'es un peu en crise et tu prends ta retraite très tôt. Et le problème, c'est qu'avec cette équipe de France, on fait les mêmes erreurs depuis 15 ans. C'est-à-dire que depuis 15 ans, en fait on a eu 2 filles depuis 15 ans, ce qui est un peu triste. C'est-à-dire que t'enlèves Marion Roland et tu enlèves Tessa Worley, chez les filles, il n'y a rien. Voilà. Même Nastasia Noens, qui a 32 ans, les résultats ne sont pas exceptionnels non plus. Pourquoi ? Parce que ces filles-là, comme on n'a pas assez de densité aujourd'hui en France, c'est un vrai problème. Au niveau du ski féminin, on les amène très très tôt. Pas forcément avec les structures qui fonctionnent, c'est des filles qui manquent d'expérience. Estelle Alphand, par exemple, on l'avait emmenée, elle avait 21-22 ans, au final maintenant elle est avec la Suède. Je pense qu'on a fait des erreurs de ce côté-là. Et la gestion des carrières chez les filles aujourd'hui en ski est pas la bonne, je trouve, du côté de la fédération internationale, de la fédération française de ski, qui devrait plutôt les laisser grandir en Coupe d'Europe. Si t'as déjà du mal à gagner des courses en Coupe d'Europe, c'est pas la peine d'aller en Coupe du Monde. À un moment, il faut aussi être assez réaliste. Du côté des tops sur ces championnats du monde, Lara Gut, du côté des étrangers, on va dire Lara Gut, qui a été la fille de ces championnats du monde, je dirais, parce que elle a été performante sur des disciplines qui sont quand même assez différentes. C'est le géant, la descente et également le Super G Dame, 2 titres en Super G et en géant. Elle est très forte quand même, elle a un ski qui est assez impressionnant parce qu'elle arrive à garder beaucoup de contrôle malgré pas mal de vitesse. C'est ce qui lui a joué des tours, je pense, sur la descente, parce qu'elle a été un petit peu trop en contrôle à ce moment-là. Elle a fait une petite erreur sur le bas du parcours qui lui coûte cher, mais la Ragout, elle a fait de l'excellent travail. 2 titres qui sont sur le Super G, je pense qu'elle est quand même un petit peu une jambe au-dessus de tout le monde, et sur le géant, là aussi ça a été assez impressionnant, je trouve. Sur la première manche, je trouve qu'elle a fait vraiment du bon boulot. Sur la deuxième, elle est plus en contrôle, donc voilà, très grand travail de la part de Lara Gut, qui est une fille qui est là depuis longtemps. Lara Gut, c'est une fille qui doit être de 80, qui doit avoir presque 30 ans, je dirais, Lara Gut. Oui, elle a 30 ans. Donc c'est une fille qui a de l'expérience, qui a fait du très très bon travail, et vraiment good job pour Lara Gut. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part qu'elle a un ski qui est assez impressionnant. Je voulais mettre également en top Vincent Krischmeier. Impressionnant début de semaine. Krischmeier, je pense que c'était vraiment l'homme pour cette piste. Quand on voit sur la descente, c'est plus impressionnant. Pardon, pas sur... Si c'est sur la descente où il gagne avec de l'avance. Oui, sur la descente. Non, il gagne avec peu d'avance sur la descente, mais il est impressionnant parce qu'il fait énormément de fautes sur la fin de parcours. La position de recharge de vitesse, elle n'est pas idéale. Il y a plein de choses qui sont à peaufiner, et pourtant, il gagne. C'est-à-dire, en faisant une course pas excellente, il arrive à s'imposer. Et ça, c'est la marque des grands. Sur le Super G aussi, il a été assez impressionnant. Donc ouais, non, très bon championnat du monde pour Vincent Krischmeier. Il sauve un petit peu l'Autriche quand même, qui n'a pas été
fantastique sur ces championnats du monde, mais il y a quand même 2 titres, plus le titre de Marco Schwarz et puis également les 2 victoires de Liesberger qui font que voilà, ça sauve quand même pas mal le bilan de l'Autriche. Mais l'Autriche, va falloir se méfier parce qu'il y a des disciplines où ils sont pas mal absents. Par exemple, le slalom, qui est discipline technique, slalom géant, je les ai trouvés pas exceptionnels dans ces disciplines-là. On continue donc avec Katharina Linsberger qui sur le slalom féminin et elle a été impressionnante, je trouve. Moi, sur le slalom féminin, elle m'a vraiment, j'ai trouvé, elle avait une douceur. C'était la meilleure, véritablement. Elle était une jambe au-dessus de tout le monde. Elle avait une marge sur le slalom. Elle gagne avec 1 seconde, quasiment 2 secondes sur Shiffrin. Nastasia Noens, qui est 11e, est à 3 secondes 55. Donc les écarts sont quand même assez impressionnants. Et sur le géant, elle est également dans le coup, 3e. Donc elle fait vraiment du bon travail. Et sur le parallèle, c'était un petit peu la loterie, mais elle était quand même plutôt rapide. Il y avait elle et Loïc Meillard qui étaient assez impressionnants, je trouve, sur le parallèle mercredi. Et puis Shiffrin, m'a entendu, pour finir, parce que Shiffrin elle revient de tellement loin, Shiffrin. C'est-à-dire que, certes, elle a 4 titres, elle a perdu son titre sur le slalom, mais l'année dernière, elle était tellement au fond du trou. Avec la mort de son père, derrière il y a eu la crise de la Covid, ça a été très difficile à gérer pour elle, toute cette situation. Le début de saison n'était pas top pour Shiffrin et elle est revenue au bon moment. Alors il n'y a pas de titre, mais c'est presque anecdotique pour elle, parce que de toute manière elle a tellement gagné avant. Je dirais qu'elle peut faire un des championnats du monde sans avoir de titre. Ça ne changera pas grand-chose dans son palmarès qui est déjà énorme. Mais son retour est assez impressionnant et mentalement, elle a été très très forte. On passe au flop avec l'Italie. Ça a été compliqué pour l'Italie, surtout pour les filles. On les attendait, les filles, avec Bassino, avec Brignone, qui a quand même remporté le gros globe l'année dernière. Et c'était un petit peu la cata. Alors, le début de semaine, le super G descente, rien. Il n'y avait rien du tout. Le combiné également pareil, où c'était le néant du côté de l'Italie. Ça a commencé à se réveiller un peu avec le parallèle, où on a Marta Bassino qui remporte, qui remporte le titre. Ça a été un petit peu compliqué au niveau du parallèle. Et également Ali Prandini sur le géant. Mais c'est quand même un bilan qui est extrêmement maigre. 2 médailles simplement pour l'Italie. Alors certes, c'était compliqué, des championnats du monde à domicile, mais sans public. Une organisation où ça a été un peu compliqué jusqu'à la dernière minute. Compliqué quand même, je trouve, pour les Italiens sur ces championnats du monde. On les attendait mieux. Au niveau de la descente, les paris et autres, ils ont été assez loin quand même. Alors peut-être que la neige leur convenait pas. Sur le slalom, pareil, les filles ont été inexistantes. Donc on attendait quand même. Alors il y a eu le jeune Italien sur le slalom qui fait 4 ou 5, je sais plus, sur le slalom homme, qui partait avec un gros dossard. Mais on les attendait quand même un peu mieux, ces Italiens. Pareil pour la Suisse. Heureusement qu'il y a eu Corinne Sutter et Loïc Meillard pour la Suisse, parce que sinon le bilan est quand même très maigre pour une équipe qui est quand même une nation majeure du ski. On sent que c'est une nation qui a du mal à retrouver une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il y a une génération là, qui commence à être assez âgée, la génération des Beat Feuz. Et derrière, la Suisse a du mal à retrouver des nouvelles pépites. Voilà, ils ont eu une génération dorée incroyable. C'est vrai que sur les 15 dernières années, la Suisse a trusté tous les podiums, chez les garçons, chez les filles aussi. Chez les garçons, c'est pas simple. Chez les filles aussi, sur la discipline technique, je trouve que ça manque un petit peu de talent du côté de la Suisse. Bon, voilà, on les attendra quand même un peu plus haut dans les classements. Et puis en flop également, l'épreuve de parallèle individuelle, même l'épreuve par équipe, parce que je trouve que l'épreuve par équipe, on a encore... Il y a des nations qui font l'impasse. Alors l'équipe de France a fait l'impasse, mais d'autres nations font l'impasse. L'équipe de France a fait l'impasse. On serait peut-être pas imposé, parce que je pense que certainement on aurait mis une équipe B.
Et Dorian Escan s'était pas qualifié en individuel sur le slalom parallèle. Alors on aura peut-être mis Laura Gaucher, mais sur du slalom géant, je pense que chez les filles, on n'a pas grand monde si dans l'FT Savoir-Lay. Et chez les garçons, bah oui, on aurait eu Pinturo et également notre champion du monde Mathieu Fèvre. Mais après, ça aurait peut-être nuit derrière sur le géant, donc c'est vrai que c'est pas encore la discipline la plus connue. On n'est pas une année de Jeux Olympiques, je pense que c'est vraiment une discipline qui est importante lors des Jeux Olympiques. Du côté de l'épreuve individuelle, bah moi ce que j'ai trouvé totalement regrettable, c'est que lors de la première manche, même si tu es à 1 seconde 5, l'écart sera de 5 dixièmes. C'est-à-dire l'écart le plus important que tu peux avoir, c'est 5 dixièmes. Et là, on a eu quand même la piste rouge a tenu extrêmement bien et la piste bleue s'est dégradée très vite. Et ce qui fait qu'assez vite, en fait, sur la piste bleue, même si vous alliez vite, les écarts étaient faciles de 5-6 dixièmes. Et on a vu, c'est l'américaine, un moment en demi-finale, ou en quart, qui décide sur la piste bleue de ne pas attaquer. Elle se dit, de toute manière, moi je commence piste bleue, donc ça veut dire que j'ai de grandes chances de gagner ensuite derrière, vu que sur la deuxième manche, l'écart réel est pris en compte. Donc je suis sûr de m'imposer. Je trouve que cette épreuve parallèle a encore à être à modifier. Déjà, il faut 2 parcours qui tiennent beaucoup mieux. Là, c'est vrai qu'on a eu une grosse différence. Le premier parcours, c'est vraiment le parcours bleu s'est détruit assez vite. Alors, chez les garçons, je trouve que Mathieu Fèvre est le seul qui a performé sur le parcours bleu et le parcours rouge, donc il mérite son titre. Par contre, chez les filles, c'est vrai que Bassino, 2-3 fois, elle a eu quand même vraiment beaucoup de chance. Et je trouve ça un petit peu dommageable de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ça sera, je pense, de grandes chances que ça soit pas du ski. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.